Première rencontre entre diplomates de haut rang saoudiens et israéliens. Cela se passe en ce moment à Washington en présence des Américains. Et pour évoquer la menace iranienne au Moyen-Orient, nous serons en direct dans un instant. Orange confirme sa décision de quitter Israël, mais l'opérateur téléphonique n'assume pas le caractère politique de cette décision. Israël exige ce soir des excuses de la part d'Orange, dont 25% du capital appartient à l'État français. En Ukraine, la trêve est sur le point de voler en éclats avec l'intensification des combats dans l'Est. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit d'urgence demain à ce sujet. Grand Direct, avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir à tous. C'est donc la première fois qu'une délégation d'aussi haut niveau se réunit autour d'une même table et que cela est connu. Cela ne se passe pas en catimini, cela se passe en ce moment même à Washington. Des diplomates saoudiens de haut rang avec des diplomates israéliens réunis autour de la même table pour évoquer la menace iranienne au Moyen-Orient. On va vous faire entendre d'ailleurs tout de suite ce qui est en train de se passer, puisque l'un des membres de la délégation israélienne, Jacques Neria, expert militaire conseiller, en fait partie. Bonsoir Jacques. Oui, bonsoir. Alors, effectivement, le débat commence tout juste là. Tout le monde est rentré dans la salle. Je dirais les participants commencent à faire leur déclaration. Ça se terminera dans une heure. Et ça, comme vous l'avez dit, c'est une première, c'est une grande première. Je dirais c'est une rencontre à dimension historique où les Saoudiens et les Israéliens ont décidé de se présenter publiquement, ouvertement, et de raconter au monde qu'il était possible d'arriver à un accord sur certains thèmes et non pas tout le temps d'éviter des rencontres, de les cacher. Et ça veut dire que l'Iran aujourd'hui unit des pays qui étaient ennemis hier? Écoutez, l'Iran est la principale menace aujourd'hui qui est au Moyen-Orient. C'est la puissance qui essaie d'être hégémonique au Moyen-Orient, qui essaie naturellement, dans des manœuvres de subversion, de déséquilibrer le Moyen-Orient. Et là, face à l'Iran, il y a quand même, un front commun et un intérêt commun à l'Arabie saoudite et à Israël. Merci Jacques, on vous laisse évidemment avec donc ces participants à cette réunion, une première donc en tout cas qui se passe au su et au vu de tout le monde. Ça se passe à Washington donc en ce moment, des Saoudiens et des Israéliens. Bonsoir Ali Waked, expert donc pour le monde arabe et musulman sur i24 News. Bonsoir Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Ali Waked, vous êtes étonné qu'on affiche publiquement, parce qu'on a vu les photos pendant que Jacques Neria nous parlait, ce sont des photos de cette réunion ce soir avec le Saoudien et l'Israélien qui sont côte à côte en train de se serrer la main. Jean-Charles, le moindre mot que je peux employer pour décrire ce qui se passe, c'est dramatique. C'est dramatique. Le pari pris ici par l'Arabie saoudite, il est énorme. Le pays le plus important actuellement dans le monde arabe n'hésite pas à se montrer à côté des Israéliens, et ça prouve que pour les Saoudiens, la menace iranienne n'est pas seulement un slogan. Il ne s'agit pas d'une guerre sectarienne, mais c'est une menace que les Saoudiens considèrent comme existentielle. C'est pour cela qu'ils se permettent de se voir à côté des Israéliens. Les jours à venir, les Saoudiens seront au centre des attaques de presque partout dans le monde arabe, et les nationalistes et les islamistes, mais l'Arabie saoudite il y a des priorités, et dans ces priorités, les relations secrètes avec Israël sont beaucoup moindres que les menaces présentées par l'Iran. Emmanuel Navon, c'est étonnant pour vous de voir Israël s'afficher comme ça avec les Saoudiens? Je crois que c'est plus étonnant de la part des Saoudiens que de la part d'Israël. Mais ce n'est pas la première fois que des ennemis jurés se retrouvent ensemble face à un ennemi encore plus juré. Cela me rappelle un peu la rencontre entre Richard Nixon et Mao Tse-tung. Et quand les États-Unis ont reconnu la Chine communiste, justement pour exploiter à l'avantage des États-Unis la guerre, la brouille entre l'Union soviétique et la Chine à l'époque. Aujourd'hui, je dirais que l'Iran chiite crée un rapprochement similaire entre des ennemis jurés, entre l'Arabie saoudite et Israël, puisque, encore une fois, il y a un ennemi là qui est encore pire que cette animosité qui existe entre les deux pays. Maintenant, il faut bien comprendre également que l'Arabie saoudite, aujourd'hui, est d'une certaine manière en position de faiblesse, dans la mesure où elle se sent menacée, elle est entourée
par un anneau chiite avec 3 capitales au nord qui sont aujourd'hui contrôlées par l'Iran, Bagdad, Damas et Beyrouth. Au sud, on voit que ces frappes n'arrivent pas à faire reculer les Houthis qui sont soutenus par l'Iran. Et l'Arabie saoudite est également en difficulté économique puisqu'elle accuse aujourd'hui un déficit budgétaire de 15% à cause de la chute des prix du pétrole ces derniers 6 mois qui sont passés de $110 le baril à $65. Et elle se trouve aujourd'hui dans une position extrêmement problématique. Elle se sent lâchée par les États-Unis et donc elle joue son bateau. Ouais. Alors, Jean-Charles, ce n'est pas la première fois que Israéliens et Saoudiens se rencontrent. Il y a depuis des années sur la question iranienne, mais sur c'était d'autres... secret jusqu'à présent. Hein. C'était secret. Ou en tout cas jamais confirmé officiellement. Oui, tout à fait. Mais le fait que les Saoudiens ont accepté de rendre ce genre de rencontre publique, ça montre qu'il y a un changement dans la vision du roi actuel, le roi Salman, et les priorités de l'Arabie saoudite, c'est de faire face à l'Iran, surtout au moment où les Iraniens, par le biais des Houthis, sont en train de bombarder le territoire saoudien. Depuis des semaines, les Houthis n'hésitent pas à tirer des roquettes vers le territoire iranien. Sur nous, ça aura un autre effet, et c'est dans la question syrienne. Israël, ici, avec cette rencontre, dit « Moi, je suis dans ce bloc de la Turquie et de l'Arabie saoudite face au régime syrien », et ça vient au moment où Israël essaye de dire l'armée israélienne, où Israël n'est pas directement impliqué dans la crise syrienne. Quand on parle des Saoudiens, on ne peut pas parler de l'Iran à part. C'est tout le bloc des questions qui ennuient les Iraniens, c'est le nucléaire, qui ennuie les Saoudiens, pardon, c'est le nucléaire iranien, mais c'est aussi la question syrienne. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs que c'est la menace iranienne qui est évoquée, pas seulement le dossier nucléaire ce soir. On a vu la photo tout à l'heure, on va peut-être vous la remontrer parce qu'elle est étonnante. On a reconnu, en tout cas pour les Israéliens, Doregold, qui est à droite, donc, qui vient d'être nommé, c'est pas rien, Emmanuel Navon, qui est le nouveau, on va dire, numéro 2, en tout cas du ministère des Affaires étrangères israélien. Et à sa gauche, c'est le Saoudien Anwar Ashki, qui est un ancien général saoudien. Ce sont des personnalités de haut rang. Oui, mais ils se connaissaient déjà par leurs think tanks respectifs, puisque Doregold est également à la tête du Jerusalem Center for Public Affairs, qui fait également qui a beaucoup de contacts avec les think tanks à travers le monde. Doregold est également expert de l'Arabie saoudite, puisqu'il a écrit un livre, sa thèse de doctorat, puis un livre, Hatred's Kingdom, le royaume de la haine. Et il connaît bien le dossier saoudien. Il est en contact depuis de nombreuses années, bien entendu derrière les coulisses, avec certains Saoudiens dans le milieu universitaire essentiellement. Mais comme on l'a dit, le fait que ça devienne public, c'est ça effectivement le grand changement. Alors. Et en Arabie saoudite, comme ce genre de rencontre, on ne pourra pas entendre demain que c'était sans l'accord du roi ou sans l'accord du palais. Ça ne se passe pas de cette manière en Arabie saoudite. Si jamais il y a des Saoudiens qui rencontrent avec des Israéliens et qui acceptent de rendre public leur rencontre, ça c'est avec l'accord du roi, c'est avec l'accord du palais. Et c'est un message envoyé ce soir par l'Arabie saoudite au monde arabe et à tout le monde. On joue plus au discret avec les Israéliens. Nous et les Israéliens, on est alliés, on fait face à un même ennemi, on fait face à une même menace. Mais il y aura un prix, Jean-Charles, peut-être Emmanuel Navon ne sera pas d'accord. Si jamais cet axe, les Israéliens voudront le développer, la question palestinienne sera mise sur la table. Et ce n'est pas par hasard que Benjamin Netanyahou, qui en 2003-2004 a rejeté l'initiative saoudienne, il y a 2 semaines, il a découvert qu'il y a des éléments positifs dans l'initiative de l'ancien roi Abdallah, le roi de l'Arabie saoudite. Il faut bien comprendre que lorsque l'Arabie saoudite a soumis la première fois son l'initiative saoudienne ou l'initiative arabe, c'était en 2002. Nous sommes aujourd'hui en 2015. Il y a beaucoup d'eau qui a passé sous les ponts depuis, entre autres le fait que l'Arabie saoudite, finalement, est l'un des derniers survivants du monde arabe. Parce que, au nom de qui l'Arabie saoudite peut-elle délivrer la paix aujourd'hui? En 2002, elle avait un statut de leadership dans le monde arabe. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. On a parlé tout à l'heure de la façon dont elle est entourée, menacée par l'Iran. Elle n'a pas la capacité aujourd'hui, comme on dit, de deliver, c'est-à-dire de parler au monde arabe. Elle ne parle plus vraiment au nom du monde arabe, même si elle continue d'avoir
un rôle prépondérant. Maintenant, il faut bien comprendre aussi que tout cela, c'est de la réelle politique. Le dossier palestinien n'intéresse pas les Saoudiens, comme vous le savez très bien. Et bien entendu, pour des raisons de relations publiques, ils doivent montrer au monde arabe, comme l'avait fait l'Égypte à l'époque avec Sadat, que ce dossier les intéresse. Et en ce qui concerne Israël, pour Israël, c'est la bonne occasion justement parce que l'Arabie saoudite est aujourd'hui sur la défensive, de dire, écoutez, on peut parler de certains éléments de cette offre que vous aviez fait il y a 13 ans, mais voyons exactement les détails, voyons exactement qu'est-ce que vous pouvez nous offrir. Et je pense que la stratégie est de la part d'Israël. Il faut au contraire prendre l'Arabie saoudite au mot. Lorsqu'elle parle dans la proposition, dans son initiative de 2002, d'une solution juste au problème des réfugiés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est avec le droit au retour ou c'est sans le droit au retour? Donc parlons concrètement. Mais je pense que le fait que stratégiquement l'Arabie saoudite soit moins en position de force, beaucoup moins en position de force en 2015 que quand elle avait soumis la première fois cette proposition en 2002, c'est un avantage pour Israël, sans aucun doute. Alors voyons également comment l'Iran, justement, peut se positionner maintenant avec cette alliance ouverte qui se dessine entre Saoudiens et Israéliens. On est en ligne avec Thierry Coville, qui est chercheur à l'IRIS et spécialiste donc, de l'Iran. Bonsoir Thierry Coville. Oui, bonsoir. Comment vous expliquez que l'Iran, justement, ait réussi aujourd'hui à faire peur à ce point aux Saoudiens qu'il s'affiche ouvertement avec Israël dans cette réunion qui a lieu en ce moment à Washington? Si vous voulez, moi je suis plus spécialiste de l'Iran que de l'Arabie saoudite. Donc, ça, les questions de perception, vous savez, c'est compliqué dans la région. Mais non, bon, on sait bien qu'il y a une rivalité, je vais vous dire, c'est une banalité. Il y a une rivalité régionale entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Et on comprend très bien que, avec effectivement aussi ce qui dessine, c'est quand même une certaine normalisation des relations entre l'Iran et les États-Unis. Donc, je pense qu'on rentre dans un monde nouveau et ça perturbe et ça fait très peur à beaucoup de pays, notamment l'Arabie saoudite. Mais est-ce que l'Iran a ces visées expansionnistes que lui prêtent les Saoudiens? Est-ce que l'Iran ambitionne de dominer tout le Moyen-Orient aujourd'hui? Non, je pense que ça fait n'importe quoi. Franchement, l'Iran n'a pas attaqué un pays depuis longtemps. Alors effectivement, vous allez me parler de la Syrie, mais on sait très bien que il faut voir l'Iran du côté iranien, leur grande peur c'est quand même Daesh. Donc effectivement ils aident Bachar el-Assad, mais leur grande peur c'est que un des pouvoirs comme Daesh prenne le pouvoir en Syrie, et ce serait une catastrophe pour l'Iran, bon, effectivement où il y a 90% de chiites, mais aussi pour la région. Donc c'est plutôt une politique, si vous voulez, de réflexe, quoi. Et notamment en Irak, c'est pareil. Quand ils ont été obligés d'intervenir en Irak, et s'ils n'étaient pas intervenus, qu'est-ce qui serait passé en Irak? Donc je pense qu'il y a beaucoup de communication dans le fait qu'on leur prête des visées expansionnistes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une volonté d'être une puissance régionale, mais ça passe pas par je ne pense pas que ça passe par des visées militaires de la part de l'Iran. Et l'objectif, vous nous le confirmez en tout cas aujourd'hui de l'Iran, principal, c'est de parvenir à cet accord avec l'Occident, avec les Américains sur le nucléaire avant le 30 juin? Écoutez, c'est très difficile à dire. Il y a tellement de paramètres, mais moi je pense que oui, il y a des bonnes chances qu'il y ait un accord. Je pense qu'il y a des bonnes chances qu'il y ait un accord. Il y a des durs en Iran qui actuellement font un peu le forcing pour faire monter la pression sur les négociateurs, mais un certain nombre de signaux montrent que on est quand même très très proche d'un accord d'ici la fin juin. Merci Thierry Coville pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'IRIS et spécialiste de l'Iran. Vous êtes d'accord ou pas avec ce qui vient d'être dit, Ali Waked? Oui, je pense qu'il y a de la chance qu'il y a un accord. L'administration Obama s'avère très décidée de conclure cet accord d'ici la fin du mois de juin. Et on est encore en juin et ce n'est pas un hasard que c'est en juin qu'a eu lieu cette rencontre entre Israéliens et Saoudiens. Et les Iraniens, selon nos sources, préparent dans les jours, peut-être les semaines à venir, une contre-offensive très sérieuse en Syrie pour essayer de bouleverser la donne sur le terrain et pour essayer aussi d'améliorer sa position sur la table de négociation avec l'Occident, la Russie et la Chine. Je suppose que c'est à la dernière minute que l'accord sera conclu. Les Iraniens vont jouer les durs à aboutir et il ne faut pas oublier la Syrie. La Syrie est en danger et c'est un dossier qui aura un effet, qui aura une influence sur les relations entre Israël et l'Arabie saoudite, mais sur la position de l'Iran en ce qui concerne le Yémen et en ce qui concerne ses négociations sur le nucléaire.
Emmanuel Navon. Juste rebondir sur ce qui a été dit, à savoir que l'Iran n'a jamais attaqué personne. Oui. Je vous rappelle que l'Iran agit par des proxies, par des organisations qui lui sont fidèles. Alors c'est vrai que l'Iran ne conquiert pas des pays directement avec son armée, mais elle a ses groupes chiites à travers le monde, pas seulement au Proche-Orient, aux pays que nous avons appelés tout à l'heure, en particulier le Yémen, mais également tous les attentats qui ont eu lieu par le biais du Hezbollah en Amérique latine, en Argentine, en Afrique, etc. L'Iran a une présence très importante. Oui, l'Iran a des visées hégémoniques, pas par des attaques frontales, mais par le biais de ses alliés qui sont dispersés à travers le monde. Merci Emmanuel Navon, professeur donc de relations internationales à l'université de Tel Aviv, Ali Waked, expert donc pour le monde arabe et musulman. On revient tout à l'heure évidemment sur ce dossier puisque cette réunion va se terminer d'ici 1 heure. On retrouvera Jacques Neria puis on vous rappellera également ce qu'a été l'historique de relations entre Israël et l'Arabie saoudite. Mais à présent, c'est Gaza vers qui nous nous dirigeons. L'attaque qui a visé le sud d'Israël hier soir a été revendiquée aujourd'hui par un groupe salafiste qui se dit proche de l'État islamique. Israël, de son côté, tient le Hamas pour responsable de chaque tir de roquette, d'où la riposte de Tsahal intervenue la nuit dernière. Julia Ganancia. La réponse de l'armée israélienne ne s'est pas fait attendre. Jeudi matin, plusieurs frappes aériennes ont visé la bande de Gaza sans faire de victimes. Une réponse aux tirs de roquettes palestiniennes de la veille envoyés sur le sud d'Israël. On s'attendait à des représailles israéliennes après que les médias aient annoncé que plusieurs roquettes aient été lancées sur Israël. À 3 h du matin, un avion de chasse israélien F-16 a largué une énorme bombe sur l'un des sites de la résistance en face de la maison. Cette attaque a provoqué d'importants dégâts à l'intérieur. Les frappes israéliennes auraient visé 3 camps d'entraînement des brigades Ezzedine al-Qassam, la branche militaire du mouvement islamiste Hamas dans la ville de Gaza. Une 4e aurait atteint Khan Younes dans le sud de la bande côtière. Mais dans un communiqué, l'armée israélienne n'évoque que 3 frappes sans préciser leur emplacement ni identifier les cibles visées. Hier, le 3 juin 2015, 2 roquettes ont été lancées sur le sud d'Israël depuis la bande de Gaza. Les roquettes sont tombées en terrain découvert près des villes d'Ashkelon et de Netivot. Personne n'a été blessé. En réponse à cette attaque, les forces de défense israéliennes ont frappé 3 infrastructures terroristes dans la bande de Gaza. Les tirs de roquettes ont été revendiqués par les partisans de l'État islamique à Jérusalem, un groupe récemment apparu à Gaza. Mais le ministre de la Défense israélien tient le Hamas pour responsable des tirs et met en garde l'organisation terroriste. Même si les tirs d'hier soir sont le fait de bandes de voyous issus d'organisations du djihad mondial qui cherchent à défier le Hamas en tirant sur nous, nous tenons le Hamas pour responsable de tout ce qui se passe dans la bande de Gaza. Nous ne ferons pas de compromis sur la sécurité des citoyens israéliens et nous n'accepterons pas de retourner à une situation de tir régulier depuis la bande de Gaza. Depuis la fin de la guerre avec Israël, fin août 2014, le Hamas est confronté à des radicaux de plus en plus actifs et visibles, comme les partisans de l'État islamique à Jérusalem. Ce nouveau groupuscule appartiendrait au mouvement salafiste djihadiste gazaoui. Il chercherait l'adoubement de l'État islamique pour se servir de son label, mais il n'existerait pas pour l'instant de lien organique. Le groupe dit avoir agi pour venger un chef salafiste tué mardi par les forces de sécurité du Hamas dans un échange de tirs dans la ville de Gaza. Ces dernières semaines, le Hamas a procédé à des dizaines d'arrestations dans les milieux salafistes. Alors on va se rendre justement à la frontière entre Israël et Gaza et plus précisément dans le kibboutz de Kfar Aza, juste en face de Gaza où se trouve Julien Baloul. Car c'est une coïncidence qui ne s'invente pas. Julien, ce soir est organisé, là où vous vous trouvez, un concert pour la paix entre Israéliens et Palestiniens. Oui, bonsoir. Et le lieu est vraiment très symbolique parce que vous le voyez juste derrière moi. Maintenant, il fait nuit, on le voit un peu moins bien, mais juste derrière moi, c'est la bande de Gaza. Au bout de cette route, il y a 10 mètres environ, il y a un champ. Juste derrière le champ, c'est la bande de Gaza. Et regardez où a lieu le concert, vous allez voir, c'est vraiment en face de la bande de Gaza. Vous allez voir juste derrière moi la scène avec les 300 personnes qui sont venues assister à ce concert. Or, on le sait vraiment, ce lieu, on y a passé l'été pendant la guerre ici, ce lieu était constamment visé par des roquettes pendant tout l'été, par des tirs de mortier. Les villages voisins ont été touchés par des infiltrations terroristes. Ce village dans lequel nous sommes, ce kibboutz Kfar Aza, où nous avons passé une grosse partie de l'été, je vous le disais, pendant la guerre, était totalement vide pendant l'été. C'était un village fantôme. Il n'y avait plus que des soldats qui gardaient la frontière pour empêcher des infiltrations. Ce soir, il y a 300 personnes pour assister à ce concert pour la paix, un concert de musique classique. La première partie sera consacrée plutôt au recueillement, la deuxième partie à l'espoir. Ce qu'il faut noter, c'est que les personnes qui sont ici sont des personnes
vraiment des alentours, des personnes des kibboutz des alentours. C'est une initiative privée des habitants du sud d'Israël. Pour les habitants du sud d'Israël, il y a des Arabes qui sont venus assister à ce concert. On sait qu'ils ont tenté également de faire venir des Palestiniens de la bande de Gaza. Quelques-uns ont réussi à passer. Israël apparemment avait donné les autorisations. C'est plutôt côté gazaoui qui s'avait bloqué. Alors Julien, tout cela intervient dans un contexte très tendu, puisqu'il y a des menaces encore de tirs de roquettes de la part de ces salafistes de Gaza. Oui, absolument. C'est vraiment la phrase que tout le monde a en tête. Est-ce que les Palestiniens de Gaza vont tirer ce soir? Et c'est une question qui inquiète vraiment parce qu'il y a derrière moi 300 personnes. Ici, il y a moins de 15 secondes pour se mettre à l'abri. Encore moins que ça si c'est un obus de mortier qui est tiré. Concrètement, 300 personnes. Il n'y a nulle part où aller. Nous sommes sur de l'herbe. Ces personnes n'auront nulle part où se mettre à l'abri. Donc, tout le monde est un peu inquiet, mais visiblement, ça n'a empêché personne de venir. La nuit dernière, il y a eu 2 roquettes tirées, vous l'avez dit. C'est une vraie inquiétude. D'ailleurs, jusqu'au dernier moment, ils ne savaient pas si ce concert allait avoir lieu. Il a eu lieu et maintenant, on a tous les yeux rivés vers la Seine et un peu plus loin vers la bande de Gaza pour voir si des roquettes partent. Merci Julien Baloul. On vous retrouve évidemment tout au long de la soirée si quelque chose devait se passer. Le mot corruption est lâché au sein de la FIFA. Plusieurs dirigeants mis en cause dans le scandale qui touche la Fédération internationale de foot ont commencé à révéler l'existence de ces pratiques de pot de vin, ce qui va évidemment donner une nouvelle dimension à l'enquête, alors que de son côté, Sepp Blatter affirme ce soir qu'il travaille déjà, pour les mois qui lui restent, à réformer la FIFA. Joseph Emmanuel. Il est le premier à passer aux aveux. Chuck Blazer, un ancien haut dirigeant de la FIFA, a reconnu devant les enquêteurs américains avoir touché, avec d'autres personnes de la FIFA, des pots de vin. Ces actes de corruption ont eu lieu dans le cadre de la sélection du pays hôte des Coupes du Monde 1998 et 2010, des Coupes du Monde respectivement attribuées à la France et à l'Afrique du Sud. Les déclarations viennent d'être rendues publiques par le département d'État américain. Elles ont eu lieu en novembre 2013 et mettent en lumière la corruption de certains membres de la FIFA sans aller jusqu'à les nommer. Tout d'abord, vers 1993 et jusqu'au début des années 2000, j'ai accepté avec d'autres de recevoir des pots de vin en rapport avec la diffusion et d'autres droits des Gold Cups 96, 98, 2000, 2002 et 2003, mais également en rapport avec la sélection de l'Afrique du Sud comme pays organisateur de la Coupe du Monde 2010. Des pots de vin pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud, mais également des actes de racket. Pendant mon association avec la FIFA et le CONCACAF, entre autres choses, je me suis mis d'accord avec d'autres personnes pour que l'un d'entre nous se prête à au moins 2 actes de racket. Racket, pots de vin, ce que certains nomment le système Blatter est en train de s'effondrer. La liste des pays mêlés à ces actes de corruption pourrait s'agrandir rapidement. Le Maroc fait partie des pays déjà mis en cause. Son comité aurait demandé à un collègue de M. Blazer, face à M. Blazer, de voter pour sa candidature en échange d'un pot de vin. Même scénario pour la Coupe du Monde 2010 convoitée par l'Égypte, le Maroc et celle qui a finalement été choisie, l'Afrique du Sud. À l'époque, M. Blazer faisait partie du comité exécutif de la FIFA et aurait directement reçu des pots de vin. Celui qu'on nomme la taupe du FBI est le premier homme au cœur du système Blatter à parler. Suivi depuis longtemps par le FBI, il devenait agent double en 2011 en échange de sanctions plus clémentes. Le plus grand scandale de l'histoire de la FIFA semble n'être qu'à son début. Chuck Blazer a accepté que ses communications avec 44 hauts responsables de la FIFA, dont Sepp Blatter, soient passées au crible par les agents fédéraux américains. Accident spectaculaire dans une station-service d'Accra au Ghana. L'afflux de personnes venues s'abriter en raison de pluie diluvienne a provoqué l'explosion d'une citerne. Bilan au moins 90 morts donnés ce soir par les autorités. En France, pour son premier débat interne, le nouveau parti, les Républicains de Nicolas Sarkozy, a choisi de plancher sur l'islam. Un thème de séminaire qui dérange au sein même du parti, à tel point, Léa Berdigo, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Eh bien que cela s'est transformé en réunion à huis clos. Exactement. Alors des voix s'étaient élevées au sein du parti pour dénoncer le fait que le premier thème pour un grand séminaire choisi soit l'islam. C'est le cas notamment de Nathalie Kosciusko-Morizet qui a été reconduite
suite à son poste de vice-présidente du parti. Conséquence, eh bien aujourd'hui, on se cache chez les Républicains pour parler de l'islam. Les députés Henri Guénaud et Gérard Darmanin ont animé une réunion organisée à l'abri des caméras. Il n'y aura aucune communication autour de cette journée, nous a-t-on prévenu. Et cette discrétion, eh bien, de débattre à huis clos entraîne des inquiétudes chez ceux qui n'étaient pas forcément d'accord quant au choix de ce premier thème. Mais l'ancienne plume de Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud, tient à moucher les critiques et par là même le monde médiatique. Je sais bien que quand les journalistes ne sont pas invités, eh bien, ça les énerve, a-t-il dit. Il a déclaré également qu'il était impossible aujourd'hui de parler d'islam sans être accusé d'être islamophobe. Alors tout cela n'a tout de même pas suffi. Des pots de vin. Ces actes de corruption ont eu lieu dans le cadre de la sélection du pays hôte des Coupes du Monde 1998 et 2010, des Coupes du Monde respectivement attribuées à la France et à l'Afrique du Sud. Les déclarations viennent d'être rendues publiques par le département d'État américain. Elles ont eu lieu en novembre 2013 et mettent en lumière la corruption de certains membres de la FIFA sans aller jusqu'à les nommer. Tout d'abord, vers 1993 et jusqu'au début des années 2000, j'ai accepté avec d'autres de recevoir des pots de vin en rapport avec la diffusion et d'autres droits des Gold Cups 96, 98, 2000, 2002 et 2003, mais également en rapport avec la sélection de l'Afrique du Sud comme pays organisateur de la Coupe du Monde 2010. Des pots de vin pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud, mais également des actes de racket. Pendant mon association avec la FIFA et le CONCACAF, entre autres choses, je me suis mis d'accord avec d'autres personnes pour que l'un d'entre nous se prête à au moins 2 actes de racket. Racket, pots de vin, ce que certains nomment le système Blatter est en train de s'effondrer. La liste des pays mêlés à ces actes de corruption pourrait s'agrandir rapidement.
Le Maroc fait partie des pays déjà mis en cause. Son comité aurait demandé à un collègue de M. Blazer, face à M. Blazer, de voter pour sa candidature en échange d'un pot de vin. Même scénario pour la Coupe du Monde 2010 convoitée par l'Égypte, le Maroc et celle qui a finalement été choisie, l'Afrique du Sud. À l'époque, M. Blazer faisait partie du comité exécutif de la FIFA et aurait directement reçu des pots de vin. Celui qu'on nomme la taupe du FBI est le premier homme au cœur du système Blatter à parler. Suivi depuis longtemps par le FBI, il devenait agent double en 2011 en échange de sanctions plus clémentes. Le plus grand scandale de l'histoire de la FIFA semble n'être qu'à son début. Chuck Blazer a accepté que ses communications avec 44 hauts responsables de la FIFA, dont Sepp Blatter, soient passées au crible par les agents fédéraux américains. Accident spectaculaire dans une station-service d'Accra au Ghana. L'afflux de personnes venues s'abriter en raison de pluie diluvienne a provoqué l'explosion d'une citerne. Bilan au moins 90 morts donnés ce soir par les autorités. En France, pour son premier débat interne, le nouveau parti, les Républicains de Nicolas Sarkozy, a choisi de plancher sur l'islam. Un thème de séminaire qui dérange au sein même du parti, à tel point, Léa Berdugo, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Eh bien que cela s'est transformé en réunion à huis clos. Exactement. Alors des voix s'étaient élevées au sein du parti pour dénoncer le fait que le premier thème pour un grand séminaire choisi soit l'islam. C'est le cas notamment de Nathalie Kosciusko-Morizet qui a été reconduite à son poste de vice-présidente du parti. Conséquence, aujourd'hui, on se cache chez les Républicains pour parler de l'islam. Les députés Henri Guénaud et Gérard Darmanin ont animé une réunion organisée à l'abri des caméras. Il n'y aura aucune communication autour de cette journée, nous a-t-on prévenu. Et cette discrétion de débattre à huis clos entraîne des inquiétudes chez ceux qui n'étaient pas forcément d'accord quant au choix de ce premier thème. Mais l'ancienne plume de Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud, tient à moucher les critiques et par là même le monde médiatique. Je sais bien que quand les journalistes ne sont pas invités, ça les énerve, a-t-il dit. Il a déclaré également qu'il était impossible aujourd'hui de parler d'islam sans être accusé d'être islamophobe. Alors tout cela n'a tout de même pas suffi à éteindre le feu provoqué par cette journée. Non, aucunement. Rachida Dati, ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, s'est ainsi exprimée aujourd'hui dans Le Parisien. Elle a dit qu'elle ne referait pas une campagne sur la burqa ou le halal. Également, selon certains membres du parti de droite, cette journée va avoir de lourdes conséquences. Parmi elles, la focalisation des médias sur le fait que les Républicains choisissent ce thème de l'immigration et de l'islam uniquement pour piquer des voix au FN. Et des critiques également relayées au sein du Parti socialiste. Bruno Le Roux, député, a accusé les Républicains de mettre le feu à la République tout simplement. Mais selon le Canard enchaîné, ce serait Nicolas Sarkozy lui-même qui aurait revu ses ambitions à la baisse, à savoir ne pas organiser de grands débats médiatisés autour de cette question, l'islam, tout simplement pour éviter que cela donne lieu à des dérapages incontrôlés. Alors ce n'est pas la première fois, Léa, que le parti de droite est accusé d'avoir un problème avec l'islam. Effectivement, en 2009, un grand débat sur l'identité nationale avait été organisé par Éric Besson, alors ministre de l'immigration et de l'identité nationale. Et très vite, ce débat s'est focalisé sur l'islam. On rappelle également que Nicolas Sarkozy avait placé la question identitaire au cœur de son action. Interdiction de la burqa, polémique à cause des menus halal servis dans les cantines. Ces thèmes qui avaient illustré les 2 dernières années de son mandat, aujourd'hui, ce sont les mêmes critiques qui refont surface. Merci Léa Berdugo. Au Nigeria, un couple de touristes français victimes d'une agression meurtrière. Le mari a été tué de plusieurs balles et sa femme blessée. Cela s'est passé il y a 2 jours dans la jungle du sud-est du pays. Des suspects ont été arrêtés. Cela devrait ressembler à une agression crapuleuse d'après la police. Et puis on va vous montrer également des images de la première demi-finale dames en tennis à Roland-Garros. Là, c'est joué cet après-midi et contre toute attente, l'ancienne vainqueur de Roland-Garros, la Serbe Ana Ivanovic, qui est en noir à l'écran, a été battue par la Tchèque Lucie Safarova. Ça a été très serré, mais ça s'est joué en 2-7 seulement. 7-5 le premier pour Safarova, qui était pourtant menée, vous l'avez vu, par la Serbe 5-3, mais qui est bien revenue. Ivanovic qui a du mal à retrouver
quelques années. Et donc Safarova qui a gagné cette première manche 7-5 et elle va s'imposer également sur le même score dans la deuxième manche. Actuellement, c'est Serena Williams
des pots de vin. Ces actes de corruption ont eu lieu dans le cadre de la sélection du pays hôte des Coupes du Monde 1998 et 2010, des Coupes du Monde respectivement attribuées à la France et à l'Afrique du Sud. Les déclarations viennent d'être rendues publiques par le département d'État américain. Elles ont eu lieu en novembre 2013 et mettent en lumière la corruption de certains membres de la FIFA sans aller jusqu'à les nommer. Tout d'abord, vers 1993 et jusqu'au début des années 2000, j'ai accepté avec d'autres de recevoir des pots de vin en rapport avec la diffusion et d'autres droits des Gold Cups 96, 98, 2000, 2002 et 2003, mais également en rapport avec la sélection de l'Afrique du Sud comme pays organisateur de la Coupe du Monde 2010. Des pots de vin pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud, mais également des actes de racket. Pendant mon association avec la FIFA et le CONCACAF, entre autres choses, je me suis mis d'accord avec d'autres personnes pour que l'un d'entre nous se prête à au moins 2 actes de racket. Racket, pots de vin, ce que certains nomment le système Blatter est en train de s'effondrer. La liste des pays mêlés à ces actes de corruption pourrait s'agrandir rapidement. Le Maroc fait partie des pays déjà mis en cause. Son comité aurait demandé à un collègue de M. Blazer, face à M. Blazer, de voter pour sa candidature en échange d'un pot de vin. Même scénario pour la Coupe du Monde 2010 convoitée par l'Égypte, le Maroc et celle qui a finalement été choisie, l'Afrique du Sud. À l'époque, M. Blazer faisait partie du comité exécutif de la FIFA et aurait directement reçu des pots de vin. Celui qu'on nomme la taupe du FBI est le premier homme au cœur du système Blatter à parler. Suivi depuis longtemps par le FBI, il devenait agent double en 2011 en échange de sanctions plus clémentes. Le plus grand scandale de l'histoire de la FIFA semble n'être qu'à son début. Chuck Blazer a accepté que ses communications avec 44 hauts responsables de la FIFA, dont Sepp Blatter, soient passées au crible par les agents fédéraux américains. Accident spectaculaire dans une station-service d'Accra au Ghana. L'afflux de personnes venues s'abriter en raison de pluie diluvienne a provoqué l'explosion d'une citerne. Bilan au moins 90 morts donné ce soir par les autorités. En France, pour son premier débat interne, le nouveau parti, les Républicains de Nicolas Sarkozy, a choisi de plancher sur l'islam. Un thème de séminaire qui dérange au sein même du parti, à tel point, Léa Berdigo, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Eh bien que cela s'est transformé en réunion à huis clos. Exactement. Alors des voix s'étaient élevées au sein du parti pour dénoncer le fait que le premier thème pour un grand séminaire choisi soit l'islam. C'est le cas notamment de Nathalie Kosciusko-Morizet qui a été reconduite à son poste de vice-présidente du parti. Conséquence, aujourd'hui, on se cache chez les Républicains pour parler de l'islam. Les députés Henri Guénaud et Gérard Darmanin ont animé une réunion organisée à l'abri des caméras. Il n'y aura aucune communication autour de cette journée, nous a-t-on prévenu. Et cette discrétion de débattre à huis clos entraîne des inquiétudes chez ceux qui n'étaient pas forcément d'accord quant au choix de ce premier thème. Mais l'ancienne plume de Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud, tient à moucher les critiques et par là même le monde médiatique. Je sais bien que quand les journalistes ne sont pas invités, ça les énerve, a-t-il dit. Il a déclaré également qu'il était impossible aujourd'hui de parler d'islam sans être accusé d'être islamophobe. Alors tout cela n'a tout de même pas suffi à éteindre le feu provoqué par cette journée. Non, aucunement. Rachida Dati, ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, s'est ainsi exprimée aujourd'hui dans Le Parisien. Elle a dit qu'elle ne referait pas une campagne sur la burqa ou le halal. Également, selon certains membres du parti de droite, cette journée va avoir de lourdes conséquences. Parmi elles, la focalisation des médias sur le fait que les Républicains choisissent ce thème de l'immigration et de l'islam uniquement pour piquer des voix au FN. Et des critiques également relayées au sein du Parti socialiste. Bruno Le Roux, député, a accusé les Républicains de mettre le feu à la République tout simplement. Mais selon le Canard enchaîné, ce serait Nicolas Sarkozy lui-même qui aurait revu ses ambitions à la baisse, à savoir ne pas organiser de grands débats médiatisés autour de cette question, l'islam, tout simplement pour éviter que cela donne lieu à des dérapages incontrôlés. Alors ce n'est pas la première fois, Léa, que le parti de droite est accusé d'avoir un problème avec l'islam. Effectivement, en 2009, un grand débat sur l'identité nationale avait été organisé par Éric Besson, alors ministre de l'immigration et
et de l'identité nationale. Et très vite, eh bien, ce débat s'est focalisé sur l'islam. On rappelle également que Nicolas Sarkozy avait placé la question identitaire au cœur de son action. Interdiction de la burqa, polémique à cause des menus halal servis dans les cantines. Ces thèmes qui avaient illustré les 2 dernières années de son mandat, eh bien aujourd'hui, ce sont les mêmes critiques qui refont surface. Merci Léa Berdugo. Au Nigeria, un couple de touristes français victimes d'une agression meurtrière. Le mari a été tué de plusieurs balles et sa femme blessée. Cela s'est passé il y a 2 jours dans la jungle du sud-est du pays. Des suspects ont été arrêtés. Cela devrait ressembler à une agression crapuleuse d'après la police. Et puis on va vous montrer également des images de la première demi-finale dames en tennis à Roland-Garros. Là, c'est joué cet après-midi et contre toute attente, eh bien, l'ancienne vainqueur de Roland-Garros, la Serbe Ana Ivanovic, qui est en noir à l'écran, a été battue par la Tchèque Lucie Safarova. Ça a été très serré, mais ça s'est joué en 2-7 seulement. 7-5 le premier pour Safarova, qui était pourtant menée, vous l'avez vu, par la Serbe 5-3, mais qui est bien revenue. Ivanovic qui a du mal à retrouver donc sa forme d'il y a quelques années, et donc Safarova qui a gagné cette première manche 7-5 et elle va s'imposer également sur le même score dans la deuxième manche. Actuellement, c'est Serena Williams qui est en débat avec la Suissesse Bacsinszky et c'est très serré puisque il y avait un set partout. On est en train de jouer le 3e set, donc pour connaître la deuxième finaliste, il faudra patienter un peu. Une info que vous a révélée i24 News. Première rencontre actuellement à Washington entre diplomates de haut rang saoudiens et israéliens. Il s'agit d'évoquer la menace iranienne au Moyen-Orient. L'opérateur Orange a confirmé sa décision de quitter Israël, mais n'assume pas le caractère politique de ce choix. Israël exige des excuses ce soir. Et à l'instant, première réaction politique française, Elisabeth Guigou, pour qui Orange a parfaitement le droit de dénoncer ce contrat. On y revient dans une seconde. En Ukraine, la trêve est sur le point de voler en éclats avec l'intensification des combats dans l'Est. Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir d'urgence demain à ce sujet. Les propos très directs à l'encontre d'Israël du PDG d'Orange suscitent donc une vraie tempête diplomatique ce soir entre la France et Israël. Colère en Israël
Pour l'instant, c'est plutôt silence radio en France. Stéphane Richard, le patron d'Orange, se trouvait au Caire hier lorsqu'il a déclaré qu'il souhaitait se désengager au plus vite d'Israël sous la pression des appels au boycott lancé par les pro-palestiniens. Regardez par exemple le communiqué qu'a diffusé aujourd'hui Orange pour confirmer donc les propos tenus par son PDG hier. Il s'agit donc de dire que Orange a bien l'intention de quitter Israël, mais n'a pas l'intention en revanche de s'engager sur le terrain politique. Communiqué très laconique, aucune déclaration des dirigeants d'Orange côté français. On va en reparler dans un instant, mais je vous propose de revenir à présent sur les événements et la colère que cela a suscité en Israël avec ce reportage de Mathias Inbar. Une réaction d'orgueil. Plus de 500 employés de la société Partner ont manifesté au siège social de la compagnie près de Tel Aviv contre les propos tenus la veille par le PDG de l'opérateur français Orange. Stéphane Richard a annoncé au Caire son intention de revoir les liens avec l'opérateur israélien et tout simplement de se retirer du pays. Des propos dénoncés donc par les salariés israéliens. En quelques heures, ils ont tout simplement recouvert tous les logos Orange avec des drapeaux bleus et blancs. Leur PDG, récemment nommé, se dit en colère et exaspéré. Les propos de M. Richard sont pitoyables. Ils sont la résultante de pressions d'organisations pro-palestiniennes qui essayent de nous écarter, de nous isoler. Mais on ne se laissera pas faire. Il n'y a aucun rapport entre nos deux sociétés, dirigées par deux entités différentes. Nous utilisons uniquement la marque Orange, comme de nombreuses sociétés le font dans le monde. Depuis cette déclaration de Stéphane Richard, l'action de Partner Orange Israël a perdu 2 points à la bourse d'Israël. Une perte sèche qui pourrait entraîner une réponse juridique, selon Ben Benisti. Il ne fait aucun doute que ces propos ont un impact direct et un effet plutôt important. Nous réfléchissons à tous les outils qui sont en notre possession pour entrevoir nos futures actions afin de répondre à ces déclarations. Stéphane Richard ne pensait sans doute pas déclencher une telle polémique, une prise de position tranchée et plutôt surprenante, car 2 ans plus tôt, il disait en Israël être impressionné par la Startup Nation. C'est la première fois que je viens en Israël. On m'a dit qu'Israël était une terre d'innovation, avec une vision du futur pleine de dynamisme et d'énergie. Et j'ai découvert cette réalité avec plein d'excitation. L'ambassade israélienne à Paris a elle aussi dénoncé les propos du PDG français d'Orange. Elle a d'ailleurs contacté le gouvernement français ainsi que les ministères des Affaires étrangères et de l'économie. Alors quand il parlait d'excitation, Stéphane Richard en Israël, il ne croyait pas si bien dire. Tout le monde est très excité ce soir en Israël, mais contre Orange cette fois. On va en parler avec vous, Lionel Friedfeld. Bonsoir, bonsoir analyste financier. Bonsoir à Edouard Even-Sapir, qui est analyste politique. Et puis Nadia Ellis, chercheuse à l'Université de Tel Aviv, spécialiste dans l'analyse du discours. Alors, d'abord, votre sentiment, Nadia Ellis, justement, parce que c'est vrai qu'il y a un décalage un peu entre les propos très durs tenus hier au Caire par le patron d'Orange, Stéphane Richard, et puis le communiqué très, très succinct, très court, très lapidaire, on va dire, d'Orange cet après-midi. Bien, écoutez, moi j'ai cherché les déclarations de M. Richard d'hier. J'ai essayé d'avoir accès au texte original, en fait, à cette conférence de presse à laquelle il a participé. Malheureusement, je n'ai pas su arriver au texte original. Donc je ne sais pas exactement ce qu'il a dit, sauf cette phrase qui a été reprise à maintes reprises par les médias, bien sûr. Si je pouvais me désengager demain, je le ferais. En gros, plus ou moins, c'est ce qu'il a dit. Et cela a été repris et interprété, à tort ou à raison, je ne sais pas. En tout cas, ça a été interprété en Israël comme, en fait, la réponse à des demandes de boycott qu'Orange a reçues à plusieurs reprises par plusieurs organisations qui sont définies, d'ailleurs en Israël, avec une terminologie qui n'est pas bonne, pro-palestinienne. On va revenir là-dessus. En tout cas, je suis allée chercher donc ces rapports et ces demandes de boycott qu'Orange a reçues. Et notamment, il y a un rapport qu'Orange a reçu en 2014, dans lequel, effectivement, on invitait la société à se sortir d'Israël parce que, donc, partenaire, la société qui est partenaire, effectivement, d'Orange en Israël, a aussi des antennes et des infrastructures dans les implantations dans les territoires. Et que donc Orange participerait ainsi au crime de la colonisation israélienne. Maintenant, ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est que
Il y a d'une part une forme d'hypocrisie dans la mesure où on dit qu'Israël commet un certain nombre de crimes qui sont peut-être vrais, mais comme si Israël était le seul au monde. C'est-à-dire on demande à Orange de casser un partenariat avec Israël parce qu'Israël commet des crimes. Alors si cela est, disons, le standard, il faut qu'Orange ne travaille plus dans aucun pays au monde, puisque vraiment tous les pays sont de quelque manière engagés dans une forme ou une autre de crime. Orange est en Égypte où on a dit que le régime commettait évidemment, des crimes donc les sociétés de télécommunications se trouvent partout. Donc cela déjà est un peu absurde. Et puis aussi, ce qui est intéressant de voir par rapport à ce rapport, c'est qu'on parle de territoires palestiniens occupés au singulier, non pas des territoires. Alors cette terminologie est fondamentale parce que les territoires palestiniens, c'est la terminologie légale, entre guillemets, celle qui est utilisée par les Nations Unies. Le territoire palestinien, en fait, laisse croire qu'il s'agirait en gros de toute la Palestine mandataire, ce qui est effectivement confirmé par une phrase qui est peut-être un lapsus quelque part de ce rapport, où on dit, je cite, « Depuis l'occupation israélienne des territoires palestiniens en 1967, la confiscation des terres au profit de la colonisation israélienne a pris une ampleur sans précédent. » Or, la colonisation a commencé à ce moment-là. Elle n'était pas commencée avant, et puis elle a pris